Sérieux insert. 1. Hygiène de l'assassin. Jacques pensait en se réveillant que cette nouvelle journée serait extraordinaire. Cette splendide gaule matinale était le meilleur des présages. En s'étirant et grognant d'aise, il se demanda si son chat, habitué au massage ciblé, visant à réveiller efficacement son maître et, en dernière analyse, à obtenir sa gamelle, en était responsable, mais non, quelque chose de tiède et d'humide, indéniablement, venait de toucher son bras gauche. Le corps encore chaud de Sabrina dépassait des draps maculés de sang. Sabrina n'avait jamais été du matin, songea-t-il. Et encore moins du soir, ajouta-t-il pour lui-même. De toute façon, on ne peut pas affirmer avec certitude que Sabrina eût été à un quelconque moment de la journée, d'ailleurs il n'était plus, mais avait-elle vraiment été un jour? Mais cette fois, il n'aurait pas à aller se soulager sous la douche. Depuis que les 5 sages indiens, qui avaient envahi sa salle d'eau, lui avaient fait découvrir les mystères profonds du corps, il essayait dans la mesure du possible d'éviter la pièce, histoire de laisser son fondement cicatriser entre chaque initiation. Prenant son prépuce entre le pouce et l'index, il tira un grand coup dessus, puis clampa une pince à linge pour gagner encore quelques centimètres de peau, son but secret étant d'avoir le prépuce le plus long du monde pour l'utiliser, comme un pull pour ses couilles quand l'hiver rude de Fontenay-aux-Roses finirait par arriver sur sa bite. Il décida de s'habiller directement, pour vite aller profiter du beau temps avec elle. C'était un dimanche magnifique, et il lui semblait entendre le doux murmure du vent l'apaiser, il lui semblait que les arbres, les fleurs et la nature entière l'appelaient à l'harmonie. Cueillant délicatement du sang à moitié coagulé du bout de l'index sur les lèvres de Sabrina, il se laissa porter par son inspiration printanière, et nota sur le mur blanc de la chambre de sa sœur, entre ses posters, l'haïku, verger au matin, humide comme un baiser et comme ma bite. Jacques retira la perceuse black et d'équerre à triple percussion alternée, et piston hydraulique à vapeur de l'entrejambe de sa petite sœur en prenant un soin tout particulier de désenficher le goût clouté, qu'il avait monté sur la vrille. Il se rappelait en caressant sa moustache naissante, qu'il n'avait jamais eu l'intention d'en porter une, et que cela faisait bien longtemps, qu'il n'avait pas alimenté son blog d'une quelconque note, fût-elle anodine. De fait, il se saisit de son iPhone, se connecta en mode Wi-Fi sur sa page Facebook pour y poster un nouveau statut. J'ai joué à Dragon Ball Z avec ma cadette. C'était Bulma et moi, la fusion de Polanski et Charles Manson. Elle a perdu LOL. Puis, comme à son habitude, Jacques fit chauffer 2 toasts 44 secondes sur la position 2 de son grille-pain style années 60, et s'installa à la modeste table en aglo plastifié de la cuisine de son petit appartement mitonné en moins doté d'une bonne vue sur le parc. C'était Madame Kerfelec du dessous qui disait tout le temps ça, et lut le journal de la veille. Comme à son habitude, puis, il décida d'appeler son cher ami François Berléand sans avoir d'idée précise en tête, et lorsque le répondeur lui répondit, il reposa mollement le combiné, et leva les yeux vers l'horloge de la cuisine, réalisant qu'avec toutes ces conneries il s'était foutu en retard. Et Jacques avait toujours eu une sainte horreur d'être en retard, la ponctualité c'est une question d'éducation. Son éducation avait été sans faille, grâce à sa sainte maman qui lui avait appris à moucher son nez, dire bonjour et merci, arriver à l'heure et être propre sur soi. La journée s'annonçait chargée, il faudrait faire disparaître le corps et nettoyer la maison, trouver une explication tangible pour justifier une si soudaine disparition et l'haïku sur le mur, et surtout, préparer le pot-au-feu dominical avant le retour de ses parents, soit en moins de 2 heures, sachant que le pain de viande restait à faire. Sans compter qu'il n'avait plus de viande, et que le Super U n'ouvrait qu'à 9 heures, qu'il ne pouvait décemment pas se servir de viande de nichon de sa sœur cadette, une pute même pas vierge, pour honorer ses parents du pot-au-feu dominical. Il aurait certes pu la farcir, mais l'idée l'emplissait d'un vaste ennui, fait ses efforts à fournir pour vider sa sœur avant de la bourrer de farce, ainsi que d'une déplaisante impression de déjà-vu. Il lui faudrait trouver une autre recette, ou d'autres ingrédients. Après un court instant de réflexion, Jacques décida d'abandonner l'idée du pain de viande, et de se dévouer à un autre gibier. S'il partait chasser dès maintenant, il serait de retour à temps pour lancer la cuisson, et attendre le retour de la messe de Gaston et Gervaise devant un beau feu de cheminée. 2. Le sabotage amoureux. Jacques nue sous sa grande gabardine, enfila son goût de ceinture explosif, et prit pour quête de faire un beau safari dans le métro parisien, et d'y dégoter du gibier de première qualité pour son pot-au-feu. Son goût de Bordeaux était mal attaché, il gratta et glissait sur la sueur de ses hanches et de son cul. Sorti du RER où personne n'avait fait attention à lui, puisqu'il n'était ni nu, ni mort, ni nu, il procéda jusqu'à Châtelet, posa son auguste pied sur le tapis roulant, et tout en avançant, détailla la viande qui allait en sens inverse. Alors il sentit l'escalator s'affaisser, il vit les marches se déconnecter et choir dans le vide, partout autour de lui les murs s'ouvrir, les briques et le béton se réduire en poudre, il se sentit tomber avec les autres âmes vers un inconnu qu'il ne pouvait cerner. Il avait envie de chier. Il s'isela dans un coin peu exposé, et se dit que finalement, vomir c'est mieux, et donc il délivra son kebab du soir de sa prison stomacale. Jacques se sentit soudain envahi par un sentiment d'exotisme puissant. Il se voyait au sushi bar en bas de chez lui et les plats, les plus raffinés défilaient devant ses yeux perlés de larmes du bonheur, que peut éprouver un surconsommateur face à l'opulence, et à l'embarras du choix, puis, reprit de fait l'escalator dans l'autre sens, et recommença l'opération pendant plus d'une demi-heure, émerveillé par la fraîcheur et le raffinement des mets.
Mâle ou femelle, je vais tout enculer, se dit-il dans son fort intérieur, et, à ces pensées primeuses sautières, son visage irradia d'un bonheur enfantin. Il remarqua cet énorme quadragénaire en train de déguster lascivement un éclair au café, et il imagina sa verge à la place de la pâtisserie. Il se rapprocha, en se concentrant sur une tempête d'images moites toutes reliées entre elles. L'auriculaire de la grosse, brunie par la pâte au café, fit manquer un battement à son cœur nerveux, tandis qu'il se voyait assis sur sa poitrine, lui faisant déglutir de force des litres de crème pâtissière. Alors il sentit la dame s'affaisser, il vit ses grosses miches se déconnecter et choir dans le vide, partout autour de lui les murs, secrétaient de la crème pâtissière, les briques et le béton se couvrirent d'un délicat nappage de café, il se sentit bis tomber avec les autres bis vers un inconnu bis no bis pouvait, un court-circuit provoqué par quelques gouttes de liquide séminal libéré par sa fantaisie toute puissante. Venait de déclencher de manière impromptue, le compte à rebours de son goût de ceinture explosif. Pris de panique, Jacques, prisonnier de ces barbares usagers des heures de pointe, qui formaient un bloc plus compact qu'une mêlée de rugbymen gays jouant à Twister pendant la troisième mi-temps, se délesta de sa gabardinée, se remémorant Subway, ce monument du 7e art accouché par l'esprit torturé de Luc Besson, enjamba la rambarde de l'escalator en jouant du coude et des dents, puis se mit à dégringoler la rampe centrale comme s'il s'agissait d'un interminable toboggan, en criant Géronimo, et en slalomant du cul entre les ralentisseurs pointus, et rouillés qui lui firent frôler à 2-3 reprises une déchirure anale, qu'il n'aurait pas oublié de sitôt. Arrivé en bas, il profita du passage de la rampe à l'horizontale pour déclencher l'extension de ses membres inférieurs, qui l'emmenèrent à près de 3 mètres au-dessus du sol. Il parvint à rétablir rapidement l'équilibre pour placer un salto avant carpé et 3 vrilles, qui furent brièvement saluées par la foule indifférente, et se demanda en quoi cela pouvait bien l'aider à se sortir de ce pétrin. La ceinture explosive, qui formait un cache-saxoportin protégeant son micro-pénis du regard des badauds, était surmontée d'une part d'un petit écran sur lequel le décompte fétal s'égrenait à chaque seconde, mais aussi et surtout d'un god suisse multifonction, long d'un bon demi-mètre et au diamètre impressionnant. En lieu et place du gland se tenait triomphante, la tête d'ogive d'un missile sol iranien. S'agissant de cibles strictement civiles, son usage était parfaitement licite en regard du droit international applicable, et notamment du traité de non-prolifération nucléaire signé par la République islamique d'Iran. Au milieu de la foule, Jacques reconnut sa proie avec l'acuité visuelle d'un lynx en chaleur, en l'alpaguant par le col, ou bien était-ce son quadruple menton. Il la traîna dans l'indifférence générale dans un endroit reclus où personne ne viendrait perturber leur rituel amoureux, la cabine à l'abandon pour cause de poste syndical de guichetiers dealers de coupons violets et passe Navigo. Aussi la grosse dame tétanisée ou peut-être consentante, ne mouvetant pas le moindre du monde, se mit à lécher et pour lécher son éclair suintant de nappage prédigéré, et Damila salivaire en adoptant une moue lascive et offerte, et en couvrant son auguste Apollon de clin d'œil aguicheur, ou peut-être était-ce un tic nerveux provoqué par la terreur de devenir l'objet sexuel d'un déséquilibré. Jacques, rendu nerveux par l'urgence de la situation, tenta avec une maladresse gênante de lui gifler les joues avec son sexe, comme il avait vu faire dans la plupart des porno-gonzos californiens, qu'il s'envoyait tous les 2 jours. Ce qui le touchait le plus dans ses productions, mis à part les anus dilatés par 3 bits, était cet enthousiasme quasi palpable avec lequel les acteurs endossaient leur rôle. Ça c'est pas du mainstream, se plaisait-il à dire fréquemment en s'asseyant, encore transpirant de nanisme, sur des sachets de glaçons. Mais revenons à l'habit de Jacques, fraîchement exhibé sous le bout de ceinture. Elle avait une forme étrange aujourd'hui. En plus des croûtes brunâtres habituelles, elle semblait plus bridée que d'habitude. Jacques et elle se fixaient droit dans le blanc des yeux, quand la grosse dame lui proposa une fellation pour redonner de la vigueur à cette relique ancestrale. Tandis que la femme commençait à travailler, Jacques sortit son godet et se le planta dans le cul jusqu'à la garde. Amateur des premières heures du toucher prostatique, il ne se sentait jamais autant comblé qu'avec le fion bien rempli, et cette fois-ci ne fit pas exception, d'extase, son front tendu de plaisir alla s'écraser mollement contre la vitre. Il avait presque recouvert entièrement de bave, quand un faux plaisant vint l'interrompre fort peu à propos. Oh là, y a quelqu'un là-dedans? Un petit gars de la proche banlieue nord, ou tout du moins cherchant à le prétendre de par son accoutrement de moine franciscain encapuché naïque, se mit soudain à tambouriner sur la vitre tout en postillonnant au travers de l'hygiaphone. Je voudrais un aller-retour 2e classe pour Frainville-Sevran, s'il vous plaît. Entre un couchette et si possible la place du haut. Va te faire foutre par un nabab, tas de vermine agglutinée. Jacques aima imaginer un richissime hindou enfoncer son poing jusqu'au fond du colon d'un sale mioche banlieusard aigri. Il désespérait de n'avoir pu être au volant de la voiture de police, à Clichy-sous-Bois, pour défoncer ses morveux sur une mini-moto japonaise. Jacques adorait les sushis faits par les Chinook à Paris, parce qu'il maudissait les jefs de n'être pas tous morts à Hiroshima ou à Nagasaki. Putain, ta mère, et bâtard. Comment tu me parles? Le petit gars gris encapuchonné, gueulait et tapait sur la vitre avec ses poings, les yeux tout convulsionnés. Il était tellement frustré de ne pouvoir lui en coller une sur la tronche. Mais quand il vit, soudainement, sa mère sucer allègrement la queue brunâtre de Jacques, il s'étrangla de rage mêlée de désir refoulé.
Le compte à rebours sur le go de ceinture indiquait qu'il ne restait plus que 9 secondes avant que la première décharge fatale n'ait lieu. Jacques empala la grosse gourmande jusqu'à fond de cale tout en comptant à voix haute sur l'air wagonérien de la chevauchée des Valkyries. Il y eut comme un grand éclair dans la cabine insonorisée. Les vitres se fissurèrent et l'hygiaphone fut propulsé à plusieurs mètres. Avant de terminer sa course folle en s'enfichant dans un landau, il avait traversé la capuche du gamin tétanisé devant la cabine. Un petit filet de sang se dessina sur son cou, mais sa tête resta en place quoique maintenant désolidarisée du reste de son corps, retenu par la pression verticale qu'exerçait la capuche sur ses épaules. Il s'effondra à genoux comme dans une dernière prière. Sur ses rétines, la dernière image qui était venue s'imprimer était celle du corps de sa mère qui ne formait plus qu'une sorte de gros bocal à confiture de saindoux. Jacques n'avait que quelques égratignures. Il retira son goût de Suisse multifonction dans un long filet de caramel. Jugeant hâtivement que son gibier ne ferait pas l'affaire pour le pot-au-feu, il ne prit cependant pas la peine de le cacher. On ne sait jamais, pensa-t-il, cette belle pièce de viande fera peut-être le bonheur d'un nécessiteux de passage. Il traversa alors la vitre de la cabine dans un magnifique salto groupé, qu'il avait appris à maîtriser en visionnant l'intégrale de Naruto Shippuden. Le pot-au-feu est mon Inodo, voix du ninja. Se mit-il à crier en se dirigeant vers le quai en faisant tournoyer son gode, comme un lasso et en aspergeant au passage de caramel à toute une foule d'usagers éberlués. 3. Les combustibles. Lech Megolwich, petit-fils d'un pyromane polonais, assis dans l'attente frénétique de son étrou sur sa ligne préférée, la numéro 2, la fameuse Dauphination, celle qui connut le magnifique incendie de l'été 1903, où finalement les pompiers bogos, enculés et virils, avaient trouvé plus de 80 asphyxiés, morts entassés sous terre dans un dernier élan d'une partouze. Final, se dit en voyant Jacques survolant le quai bondé, et aspergeant de gouttes merdiques, et sanguines les ahuris mal léchés, ça recommence, ça va cramer, ça va baiser. Il se leva et de rechef ouvrit sa braguette pour en sortir un énorme gourdin, qu'il balança sur la joue d'une mignonne qui le regardait depuis un bon moment, se grattait les burnes. My God, fit sa mère américaine, très croyante depuis qu'elle avait avalé le sperme de celui qui se faisait passer, dans sa cuisine, pour le Christ réincarné en pasteur évangéliste. Elle n'avait pas vu arriver Jacques nu sous sa grande gabardine, son gode à la main, juste derrière elle. Croyant être appelé par ce cri du cœur, il effleura la bouche en cul de Paul et en bouton de rose de la mignonne de ses burnes violettes, et gonflé de ne s'être pas assez paluché ces derniers temps, et actionna la triple action de son gode, le rotor quintuple vitesse, le vibrateur arythmique, l'émission de gaz de serre et le refroidissement, liquide par lubrifiant chauffant longue durée, Hot Spices. À cet instant précis, les regards respectifs des deux humanistes se croisèrent et pour eux le temps s'arrêta, et, tandis qu'entre deux les mégères formaient un rempart de leur pudeur, ils se dévisagèrent pendant un laps de temps indéfinissable, Lech voyant dans le gode brandi par son reflet, la tour abolie de sa principauté d'Aquitaine natale, dont il était le noir régent, et Jacques se demandant ce qu'il allait bouffer ce soir-là. Oubliez la foule, oubliez la jeune femme nubile aux lèvres rouges et frémissantes, un vortex s'ouvrait devant eux, le cosmos s'incurvait pour les prendre en ses bras gracieux et infinis dans un tourbillon de naines noires, et de trous de verre luminescents. Jacques avait mangé de la langue épicée à midi, et il allait avoir la chiasse. Public communiqué, avez-vous mangé des palourdes récemment? Mangé des palourdes. Jacques resta comme tétanisé, frappé par la révélation, comme un lapin par un pare-bœuf de canard chromé. Mais putain ouais, il allait plutôt faire une choucroute aux fruits de mer? Le pot-au-feu c'est old school. C'est dépassé, c'est total hard timing, il s'évertua donc à se débarrasser le plus vite possible de son gode désormais inutile, et s'enquit auprès du clochard de fond de wagon de la possibilité qu'il lui prête son opinel pour une durée indéterminée enculé d'assister de mon cul, de manière à découper de la moule dans l'anatomie de son chouette d'une pute alentour. Subitement, tendant d'évacuer un pet graisseux, il se chia dessus, fixant son comparse d'origine polonaise, et pyromane il lui tint ce langage en amour et lèche. C'est alors qu'une jeune étudiante s'esclaffa et compléta, Lech, et tu vas merveiller ça, Lech, ce que Jacques ne comprit pas, ce qui le frustra, ce qui fit naître un désir immense et douloureux, phallus intellectuel tout ça, ce qui causa la farandole des fantasmes, les plus éculés dans son imagination malade d'une façon, dont même les plus géniaux médecins de l'âme n'en pouvaient rien sucer. Avec un bon gros mélange d'institutrices à lunettes, d'étudiantes à couettes, d'académiciennes en uniforme, qui caressent un gros sabre du bout de la langue, et tout alentour, des palourdes et des moules, des matelas entiers remplis de moules à la place du duvet, et des bites à la place des ressorts, Jacques se sentit soudain un peu fatigué. C'est bien sur ce moment que choisit son compagnon pour sortir une forte masse d'armaillettes, et le provoquer en un duel, dont l'issue ne faisait aucun doute. À cet instant précis le métropolitain pénétra la station dans une orgie de sifflements et couinements hydrauliques, avant de s'arrêter en un râle bref, signe d'une mécanique bien lubrifiée. Jacques eut juste le temps de s'engouffrer dans la rame, alors que la douce mélopée du signal de départ arrivait à son terme. Lech tenta de le rejoindre, alors que les portières se rabattaient. Par réflexe, il les repoussa des deux bras. Il y eut un grand craquement lorsque le caoutchouc entrechoqua ses radius.
Jacques en profita d'instinct pour plonger ses 2 mains dans la braguette béante du Polonais, et lui alpagua le paquet en tirant un grand coup sec. En 2-3 sautillements, il réussit à mordre à pleines dents dans une de ses poignées de cuir suspendues au plafond. Il y resta pendu quelques secondes pendant lesquelles il se mit à se balancer d'avant en arrière, comme ses pieds ne touchaient plus le sol. Lèche faisait des va-et-vient maladroits à chaque secousse, mais tentait de se concentrer sur ses foutues portières, qu'il repoussa de toutes ses forces. Un second signal de départ plus insistant se fit entendre. Jacques pédalait dans les airs, faisant de petits moulinets avec ses genoux. Il trouva dans un dernier élan en se tortillant du fion assez d'énergie cinétique pour abattre ses 2 jambes violemment contre le plexus solaire de Lèche, qui fut propulsé en arrière, alors que les 2 portières vinrent brutalement sectionner son appareil génital. Son long râle fut étouffé par les parois insonorisées du wagon. Lèche, émasculé, batifolait sur le quai dans son sang et dans son foutre alors que le métro accélérait. Dans un sursaut sidérant, Lèche s'accrocha au dernier wagon déjà en pleine vitesse, jusqu'au mur au bout du quai où il s'éclata la panse dans un cri strident de castrat, et dans un dernier souffle, son corps d'athlète polytraumatisé, partagé entre un rire sardonique et la décomposition avancée de son petit déjeuner de moules assaisonné à la gueuse bécasse, Lèche proféra pour l'éternité un « Je t'encule Jacques », qui résonna dans le tunnel où la rame de métro s'enfonçait dans un vacarme de salopes en rut. En quart de réclamation, avez-vous pensé à manger des moules aujourd'hui ? Les moules c'est bon, mangez-en avec de la gueuse bécasse. Complètement excité à cette image, Jacques avisait un labrador anémique tenu par un aveugle à Reban, sortit sa verge gonflée à bloc, croûteuse et sillonnée de veines variqueuses et l'encula sobrement, juste pour placer les vannes. Qu'est-ce qu'un chien avec un jet dans le cul ? Une pédale ouah. Il était heureux, il riait, et aimait la terre entière. Pourtant Dieu sait que la terre entière ne l'aimait pas, lui et ses blagues de merde. Jacques se disait en lui-même, je suis dans un endroit qui n'est pas chez moi, entouré de gens qui m'emmerdent. Je ne peux même pas partir. Et puis partir où ? La terre commença d'ailleurs à l'engloutir, probablement juste pour le faire chier. La rame de métro s'enfonçait sous terre en faisant une sorte de glouglou amusant, ce que ne manquèrent pas de noter les quelques passagers à proximité des fenêtres, en prenant soin de tempérer leurs affirmations en assurant que le mauvais état du réseau était probablement du fait des socialistes ou des atlantes nazis, que ça allait les mettre en retard et que c'était tout de même la 3e fois ce mois-ci, et je ne parle pas de la ligne 3, qui a plongé droit aux enfers il y a 2 semaines. La rame gondolait sévèrement sur plusieurs niveaux de réalité, le god même de Jacques semblait soudain composé de fractales aux couleurs psychédéliques du plus bel effet. Putain de merde, Jacques se réveillait mal d'un mauvais trip, encore un merdique. Il était affalé presque nu dans le local à poubelle, la bite comme une bougie consumée, le cul atrocement douloureux. Jacques s'arracha une vieille canette de bière, défoncée, de son large orifice anal, qui dégageait comme un pétard une odeur de foutre et de merde de mort. Il dégueula sa bile sur son ventre, et s'étouffait comme un crevard, quand la porte grinçante s'ouvrit doucement, sur un moment capuchonné et blême. Oh là, y a quelqu'un là-dedans ? Merde, c'était lui, ce petit gars de l'approche banlieue nord ou tout du moins cherchant à le prétendre de par son accoutrement de moine franciscain estampillé nalique. Grand Dieu. Nietzsche avait donc raison avec son éternel retour, quoique tout ça sentait encore vachement le trip à l'acide. Jacques se demanda s'il ne confondait pas l'éternel retour, et les conseils de son dealer pour gérer les bad trips. Je voudrais un aller-retour 2e classe pour Frainville-Sevran. Va te faire foutre par un nabab, tas de vermine agglutinée. Ça commençait sévèrement à être dur pour Jacques. Putain, ta mère, et bâtard. Comment tu me parles ? Prévisible. Un goy, connard de bobo avec sa carte d'antiraciste agréée par l'OMS, mal déguisé en zonard errant, qui cherchait à faire des vidéos clichés de la putain de pute de vie des cités, pour les montrer à sa vieille tante suisseuse, s'était fait alpaguer, dans la cave à côté, par 3 petits blagues grillés gonflés par le crack, et qui lui proposait en échange de son vidéocam Jap, de lui allonger sa queue blanche à la senteur Chanel. Au chalumeau, pendant qu'une énorme diamantaire voilée lui faisait bouffer ses hémorroïdes par son bulldog anémié, il criait de douleur et suppliait en chialant « Je suis votre pute ». Lapsus dangereux, il voulait dire « Je suis votre pote » avant qu'il ne tombe dans un coma extatique profond, 3 bites noires se battant dans sa gorge. Fatigué des redondances et des explosions décapitantes, Jacques se gratta les couilles avec conviction, et sa main droite et décida de ne pas réagir à cette nouvelle hallucination, ce qui aurait été, dans le fond, une preuve qu'il accordait une importance au genre humain plus qu'à l'expression de ses sensations, ce qui était totalement faux. Après tout, le monde n'existe que dans ma tête, se dit-il pour se rassurer. Par contre, au vu des immondes bulles qu'il sentait crever dans ses intestins, ce n'était pas exactement le bon moment pour se concentrer sur ses sensations, il fallait chier, et vite. Il trouva juste à la hauteur de son cul, une gueule grande ouverte de bobo interloqué, lâcha ses bombes et tira la chasse en passant bien partout le balai à chiottes. Le sang giclait, avec de la merde, sur ses pieds. Jacques ressentait dans ce geste hygiénique, une jouissance dévastatrice et ses pulsions maniaques le reprenaient de plus belle. 4. Les catilinaires. Jacques secouant la tête comme un chien mouillé épileptique pour reprendre ses esprits, se souvint de cette épluche patate rouillée, qu'il gardait toujours scotchée sous les aisselles, au cas où quelque enculé lui tombe dessus par surprise.
Il s'empressa de le brandir, menaçant à l'ensemble des usagers de la rame émerveillés par la touffe de poils que le ruban adhésif avait arraché. « Mesdames, messieurs, je viens pas faire la manche, je suis pas Louis Blériot, bande de connards. Je viens faire mon marché. » Jacques bondit sur une première dame, et lui enfonça d'un geste franc, le pouce de la main qui serrait l'économe rouillé dans la chatte. Il la planta dans le prolongement de son effort au niveau du périnée puis se mit à vriller son poignet calmement en sifflotant « Guilleret, à la pêche au moule moule moule. Messieurs dames bonjour, contrôle d'étiquette s'il vous plaît. » Le contrôleur débonnaire qui venait de pénétrer dans la rame ne semblait pas méchant. Il portait encore sur son visage juvénile, l'acné de ses 15 ans et son long cou maigre, laissait apparaître au-dessus du col de l'uniforme, une pomme d'Adam saillante et tressautant du plus bandant effet. Attiré par des cris stridents et l'odeur de la moule, Jacques continuait son travail méticuleux. Le jeune contrôleur s'approcha de la femme tiraillée de douleur et lui glissa à l'oreille « Est-ce que, lorsqu'on sait que l'on va mourir, on acquiert une lucidité qu'on n'a pas eue auparavant ?» Il aimait citer « in vivo » des auteurs célèbres, il croyait ainsi égayer la morne vie du peuple voyageur. Sans se soucier de sa turlubère anecdotique, Jacques qui avait dans sa prime jeunesse pratiqué le kayak de mer, le sabotage d'une ligne TGV, la varap, l'onanisme avec un écureuil d'Oumerou, la planche à voile, le VTT, la ratonnade, la fellation de l'abbé Pierre, le théâtre de boulevard, la guerre en ranger, la batterie, l'excision, la plongée, la mini-moto, la sodomie avec le fils d'une garde-barrière. Le temps d'un stage d'été, et le beau métier d'assistant des annonceurs de Port-Breton, savait bien comment s'y prendre avec la madame. Une fois un cercle de bidoche taillé autour des grandes lèvres, il retira l'épluche patate et son pouce d'un coup sec. Il prit l'économe rouillé entre les dents puis, plongea ses deux mains dans la plaie circulaire béante, qui ressemblait à une sorte de césarienne pratiquée à l'ouvre-boîte, puis en s'appuyant sur son gros cul, et en écartant les jambes de la dame avec ses pieds, il tira un grand coup sec et tout l'appareil génital se déversa dans une grande mare de sang sur le sol souillé de la rame. Jacques sectionna tout ce qui reliait la matrice à sa donneuse d'organes improvisée avec l'opinel qu'il avait tantôt arraché au clochard sur le quai. Il enfourra alors entièrement sa main droite dans le vagin en faisant passer son pouce et son auriculaire dans les trompes ovariennes, qui pendouillait puis brandit son trophée au peuple neurasthénique, et très peu impressionné par les lois de non-assistance à personne en danger. Jacques ramassa de l'autre main ce qui restait de l'appendice reproducteur de lèche puis s'approchant d'un garçonnet éploré, prit pour quête de lui donner une leçon gratuite d'éducation sexuelle. « J'suis bibite. Chez moi, chachatte. » entonnait Jacques avec grand-peine, puisque l'économe rouillé entre ses dents lui chatouillait les gencives. Il prit un air attendri puis se mit à gesticuler, comme s'il avait tenu deux marionnettes dans chacune de ses paumes. À côté du corps de la victime, un jeune homme de 16 ou 17 ans avait taché son beau bermuda beige d'urine. Jacques lui proposa de se détendre, et lui offrit une cigarette que le gamin refusa avant de fondre en larmes en bavant des pathétiques mamans. C'est alors que le contrôleur s'avança en prononçant d'étranges psaumes inaudibles, tout en fixant l'âme de Jacques. Tout devint noir. Quand Jacques se réveilla, il s'appelait Jacques et il était allongé dans une forêt de conifères en compagnie de l'adolescent suisse nommé. Il avisa un écureuil à quelques centimètres de là, et qui semblait fort occupé à secouer un gland. Il pensa un moment proposer ses noisettes au petit animal d'Oumerou, mais se dit que ça suffisait les jeux de mots foireux, surtout avec une francisation si percutante de son prénom. Il se contenta donc de l'écraser du plat de sa rangeur droite. Jacques venait de rompre le puissant genjutsu que le contrôleur avait jeté sur lui. Lui qui connaissait l'intégrale de Naruto et Naruto Shippuden par cœur, qui chaque mercredi allait lire les spoils sur les sites spécialisés, qui chaque vendredi allait télécharger la version scannée du dernier épisode paru le jour même au Japon dans le magazine Manga Shonen Jump, ne pouvait se faire avoir par un dojutsu aussi pitoyable que le Sharingan, et copieur tournoyant, à 2 tomoe. Lui qui possédait un Mangeki au Sharingan flamboyant. Il faisait partie de cette étrange communauté de geeks français, qui s'employait à traduire les scans dans la langue de Molière et à les coloriser, parfois même à les animer et à les doubler en français. Il avait tissé un puissant réseau avec de nombreux otaku qui vivaient à Tokyo, Kyoto et Nagoya et était très actif dans le milieu. Jacques venait d'énucléer le contrôleur, et s'employait à raboter ses deux yeux avec l'économe rouillé en chantonnant « Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin y a écrit que des gars se la coulent douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave. Paraît qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. 5. Péplum. Lorsque la rame de métro s'immobilisa sur le quai de la station Père-Lachaise, tout n'était plus que luxe, calme et volupté. De grandes giclées de sang recouvraient portillons et fenêtres du wagon, et obstruaient la vue à quiconque eût voulu entreapercevoir l'antre de la bête mécanique. Quelques mains livides marbrées de veines noires, ou d'autres écorchés vifs dépassaient des semi-battants, ongles arrachés et retroussés, phalanges brisées.
Quelques organes palpitants tressaillaient encore après avoir improbablement traversé les joints caoutchouteux des portes à fermeture semi-automatique. Il y eut un long silence puis les portillons s'ouvrirent de concert sans que la moindre alarme ne soit enclenchée. Jacques se tenait nu baignant dans d'une gigantesque bouillabaisse humaine. Quelques râles de ci, quelques expirations de là, tapissaient le vide cosmique d'une ambiance sonore assez proche de celle que seul David Guetta savait entretenir dans ses folles soirées à Ibiza. Un bref songe extatique traversa l'esprit de Jacques, il se remémora l'espace d'un éclair, ses exploits dans les backrooms luxueux grouillants de teutons et de Gretchen au corps moite évalu. Il était plus connu en ces lieux, en ces temps reclus, sous le joyeux sobriquet du super cosmique Headfucker. Un sursaut vint l'étreindre quand une réminiscence de la soirée à thème sodomie et castagnette irrigua des zones de son cerveau qu'à jamais, il s'était interdit d'explorer de nouveau. Il y avait des nabucodonosors de Moët Chandon, des centaines, enfourrés dans des corps d'orifices germaniques, et sabrés tour à tour par le gotha de l'élite des acteurs d'AB Productions. L'année du nouveau millénaire fut dignement célébrée. C'est à ce moment précis que Jacques aperçut les légions de CRS et membres du GIGN qui le figeaient abasourdi sur le quai de la station Père-Lachaise. Un go-go-go étouffé retentit et tous ces cancres-là s'engouffrèrent d'un seul assaut gluant dans la rame. Les yeux révulsés, l'écume aux lèvres et la bite à l'air, Jacques se saisit d'un moignon de bras qu'il brandit au-dessus de son imperméable fesse à la pléthore d'uniformes fondant sur lui. Brièvement il crut voir une frêle pucelle vêtue de blanc et coiffée d'une couronne de fleurs d'oranger passer à la périphérie de son champ visuel. Revigoré, il fit face et de sa gorge profonde s'éleva son chant du cygne, son cri de guerre frais d'homme ou quelque chose du genre. Il ne se souvenait pas très bien, ça aurait très bien pu être Anana, personne ne l'aurait remarqué. Tout le monde était bien trop occupé à mater la donzelle qui ne se doutait visiblement de rien. Tandis que les hommes qui entouraient Jacques commençaient à croiser les jambes et à prendre un teint bien vif, s'engageant entre les CRS et Jacques, une course insensée pour protéger la jeune fille. Chacun voyait en l'entité en face de lui un prédateur qui ne laisserait aucune chance à cette superbe couronne de sortir indemne. Ils bondirent au même moment et déployèrent toute leur énergie pour y arriver en premier. À moins de 2 mètres, Jacques, qui, comme nous l'avons vu lors du premier épisode, jouissait d'une maîtrise spatiale en milieu aérien particulièrement efficace, se jeta tête en avant, comme il avait vu faire René sur la piste de Savon, à la finale d'Interville en 1998, où Bourgoin-Jallieu avait d'ailleurs arraché la victoire à Mont-de-Marsan. Grâce à José, pompier de 26 ans, dont le courage fut ensuite salué par la presse entière pour cet acte héroïque. Tout se déroulait à présent au ralenti. Sauf au sommet de Copenhague où Barack encula vivement le petit Nicolas coincé entre un Chinois et un Afrikaner. C'est ce qu'il se passe, paraît-il, quand on est au seuil de la mort. Le temps s'égrène de plus en plus lentement, jusqu'à ce que nos dernières secondes d'agonie ne se convertissent en éternité. Nous sommes intemporels mais nous n'en avons pas conscience. Le temps est relatif aux êtres, et les dernières nanosecondes d'une vie s'étirent à l'infini pour les mourants, alors qu'elles s'étiolent instantanément pour ceux qui les survivent. C'est ce qu'on appelle l'enfer sur Terre. Jacques ne sentit pas les 2 premières balles perforer son torse et le temps s'allongeant ensuite, sa douleur s'en retrouva diluée, vive au départ puis supportable, et finalement imperceptible. Il y eut une rafale encore qu'il ne put esquiver. Son oreille droite éclata, puis sa mâchoire se fondit en 10 morceaux. Une balle trancha sa carotide. Jacques assista ébahi à un formidable balai où se mêlaient giclées d'hémoglobine, de peau et de morceaux d'organes, tels d'improbables éruptions solaires émanant de sa personne, les balles s'allongeant petit à petit, sur leur propre trajectoire, comme de longues tiges métalliques végétales, des assaillants au rictus grotesque embourbés dans l'intemporalité qui envahissait les lieux et cette resplendissante jeune femme. La beauté incarnée, courbe saillante et rebondie, visage aux symétries parfaites sublimées, combinées à des pléthores d'asymétries harmonieusement constellées, la finalité du tout. L'étude opus 10 numéro 3 en mi majeur de Chopin, se mit à jouer en boucle dans l'esprit de Jacques Teslé par la vérité. Jacques, profitant de cette manne que lui offrait l'existence, décida de prendre son temps puisqu'il en disposait à profusion, bien plus en tout cas que celui de tous ces mannequins de cire figés face à son omnipotence. Il se surprit à reconsidérer ses priorités. Il avait un objectif en tête alors il entreprit, déterminé, de se focaliser sur ses motivations primaires sans se soucier du bruit cosmique anecdotique. Il avait appris par cœur la moindre ligne de ce magnifique recueil de recettes de cuisine que lui avaient offert ses parents à Noël pour ses 5 ans, le seul cadeau qu'il n'avait jamais reçu d'eux d'ailleurs, à part bien sûr le présent de la vie, le seul qu'on ne puisse refuser qu'après coup. Le pot-au-feu est un plat traditionnel de la cuisine française, à base de viande de bœuf et de légumes. La cuisson se fait dans un bouillon aromatisé par des herbes, thym, persil, laurier, et des légumes. Il y a de multiples choix d'ingrédients, aussi dirons-nous qu'il y a autant de pot-au-feu que de cuisiniers. Cependant l'impasse n'est pas permise dans la liste d'ingrédients, qui suivent qui bien entendu doivent être choisis avec la plus délicate des attentions. La fraîcheur et la qualité des produits, étant principalement la clé du succès de la facture du plat. Jacques désenficha son bout de suisse multifonction de sa ceinture, prit une grande inspiration puis se mit à psalmodier en gloussant du sang et des bouts de cartilage. Viande de bœuf, jarret, joues, paleron, gîte, culotte et queue.
En un mouvement de molette des lames de rasoir, surgirent des quatre coins du god. Jacques le fit fondre une vingtaine de fois de suite par deux dans la visière du casque d'un des CRS immobiles. Os à moelle. En pressant deux boutons latéraux, un écarisseur à sanglier jaillit par une fente escamotée de l'appareil. Jacques propulsa son god dans les airs où il tournoyait au ralenti, ce qui lui laissa le temps d'alpaguer deux de ses assaillants par le col. Leurs casques s'entrechoquèrent violemment, avant que Jacques n'attrape son arme au vol, et ne l'emploie à raboter la colonne vertébrale d'un des deux cafards qui l'avait assommé. Les cervicales furent crochetées par l'arme et dans le prolongement du mouvement de Jacques arraché d'un seul tenant de leur hôte originelle. Voilà que les bouts d'os entrelacés de muscles mis à nu, dégainés comme de simples câbles électriques, venaient compléter le god multifonction de Jacques. Il se mit à le faire tournoyer tel un fouet. Oignons, ail, poireaux, carottes. Le fouet s'enroula sur le cou d'un des membres du GIGN, qui tentait d'attraper Jacques par traîtrise. Jacques tira un coup sec et la tête de l'assaillant fut propulsée jusque dans les méons qui ornaient le plafond de la rame. Il y eut un grésillement, une odeur de steak grillé comme au restaurant quand c'est dessiné dessus. Et puis les lumières s'éteignirent. On pouvait entendre Jacques promouvoir 9 fruits et légumes par jour pour une meilleure santé. Choucou de tronçonneuse, navet coup de boule balaye et pommes de terre cri de terreur, et un corps ensanglanté traversait un des portillons en l'explosant au passage avant de s'écraser sur le quai de la station Père-Lachaise. Branche de céleri. Une immense détonation qui fit se gondoler la rame, et toute sa structure en métal léger, se gonflait comme s'il se fût agi d'un ballon de baudruche. Clou de girofle. Une épaisse fumée noire s'échappait de toutes les issues, dont toutes les vitres avaient été disséminées sur les deux quais plantes aromatisées, thym, laurier, persil. De l'épaisse fumée au bout d'un temps certain, un être sortit à l'agonie en titubant. Il s'agissait de la resplendissante jeune rescapée, la frêle pucelle vêtue de blanc, et coiffée d'une couronne de fleurs d'oranger. Elle s'écroula sur les bris de verre sur le quai après avoir tenté 2-3 pas hésitants. Le silence sublime qui avait drapé les lieux, au bout d'un laps de temps assez conséquent, on put imperceptiblement deviner d'abord puis petit à petit entendre un sifflotement surgissant de nulle part. Il s'agissait de l'étude opus 10 numéro 3 en mi majeur de Chopin entrecoupé de rires sadiques et de gloussements. Il y eut le résonnement d'une improbable flatulence, qui fit écho jusque dans les stations voisines rue Saint-Maur, Gambetta, Ménilmontant et Philippe-Auguste. L'ongle de choc fit péter 2-3 caténérés à ce même instant. Jacques se tortillait par à coups avec peine et détermination, il glissait tant bien que mal pour sortir du fondement de la jeune pucelle dans lequel il avait à peine eu le temps de se planquer, avant que ne se produise l'explosion de son god suisse multifonction. Il faut savoir que le god suisse multifonction avec option autodestruction et explosion de souffrance, est une arme expérimentale top secrète de deuxième catégorie, alors forcément, ça avait un peu foutu le bordel dans le vagin spatial de la jeune nymphette. Jacques attrapa une feuille de papier pour écrire ses mémoires, griffonna mon petit papa, ma chère petite maman, il est temps de vous enculer et exhala un râle putride rappelant le ragondin écrasé, qu'il s'était payé il y a 10 jours, laissa choir une molaire sur son œuvre presque posthume, et s'éteignit dans un dernier soubresaut causé par la chiasse qui débordait à flot de son rectum. Finalement, ce fut une journée de merde, comme il y en avait eu tant d'autres, sauf peut-être celle d'hier où j'enculais le pape Jean-Paul II, c'est-à-dire son anus en plastique trouvé dans une armoire à gouttes du Vatican où je me rendais pour trouver la papédophilienne, et assouvir mes besoins de petits orphelins à la peau veloutée. Oh Dieu que j'ai honte d'être un fils de pute. Mais Jacques pouvait pisser sur moi, il n'en était pas moins de mon fils. Jacques, je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime, dit Jacques dans un gloussement à peine audible. Joyeux Noël mon Jacques. Jacques disparut dans une fumée blanche, et la foule amassée sur la place Saint-Pierre, à genoux, criait et répétait en pleurant « Abémous papam ». Les pensées aléatoires qui parcouraient les neurones de Jacques éparpillés sur le quai, n'avaient plus la moindre logique, le moindre sens. Cette histoire ne voulait plus rien dire, comme si elle n'avait jamais existé. Mais avait-elle au moins existé un jour ? Dans ce hachis parmentier de cerveau répandu sur plus de 5 mètres se mélangeaient fantasmes, désirs refoulés, envies pressantes, songes extatiques, modérés chaotiquement par des flopées de neurotransmetteurs libérés au hasard, de décharges synaptiques asynchrones. Jacques se mit à rire, à pleurer, à glousser ses dents, à roter du Nietzsche, à vomir du Prévert. Il entreprit de tourner cette fois, sa langue dans sa bouche car il voulait absolument, avant de mourir définitivement, lâcher une dernière réplique cinglante. Mais les 7 tours se transformèrent en 20, en 30 puis en 222, et la langue de Jacques dans un vrombissement de pales d'hélicoptère, se mit à tournoyer dans sa glotte puis à vriller à toute allure dans sa gorge, à glisser dans son pharynx puis à chuter au travers de son ésophage avant de perforer sa paroi stomacale, et de s'enfoncer telle une torpille dans son appareil digestif. Par le duodénum. La langue sécrétait de l'amylase salivaire à profusion, aussi Jacques se vit offrir un ramonage complet, un lavement au Karcher de son intestin grêle, de son côlon. Les quelques nerfs gustatifs qui pendouillaient encore connectés à son appendice lingual en perdition, stimulaient encore un peu son cerveau au ressentir exalté. Jacques sentit donc le goût de sa propre bile, de ses sécrétions pancréatiques, et de toutes les étapes de transformation de son bol alimentaire en merde décuplée par l'exhausteur de goût d'une dernière décharge morphinique dans son hypothalamus au seuil de la mort.
Il se sentit privilégié ou peut-être gnouteux à ce moment précis. La langue pourfendit le sigmoïde, et s'enficha à toute allure dans le rectum avant de percer dans un dernier élan l'anus de Jacques. Elle dépassait avec vigueur de sa raie. Rodrigo Diaz de Vivar, le cid Campeador mourut quand vint son heure. Chimène son épouse l'empela alors sur son fidèle destrier, Babieca, en lui plaçant son épée tisonna dans la main. Elle s'y tint par la sainte grâce de Dieu, et la rigidité cadavérique du héros. D'une tape ferme sur le flanc, Chimène expédia Babieca au galop par-delà les remparts de Valence contre les armées morts de Youssafi ben Tachfine. Les soldats croyant le Cid toujours en vie, se mirent à se suicider massivement, quand ils n'arrivaient pas à fuir, tant le vaillant combattant leur inspirait crainte et effroi, stupeur et tremblement. Tel le Cid, après la mort, Jacques avait remporté une dernière bataille. Il tirait fièrement la langue par le cul à la société tout entière, à Babylone, au monde, et à ta mère la pute. C'est alors que dans un grand craquement, la voûte entière de la station du Père-Lachaise s'effrita tout d'abord, puis se fissura à plusieurs emplacements porteurs. Il y eut une pluie de dalles, des canalisations explosèrent, et la pluie de céramique et de gypse se transmuta en pluie de glace primitive, celle-là même dont nous sommes issus. Des éboulements massifs de rochers de tuyauterie s'ensuivirent emportant les lieux dans une sorte de grande répétition de l'Apocalypse. Il y eut un magistral générique de fin, digne de cette œuvre incommensurable. À la place des noms qui généralement défilent verticalement de haut en bas sur fond noir, il y avait des corps qui chutaient par centaines dans l'obscurité des décombres et l'épaisse fumée grise, des corps et non des moindres, pas ceux des immondes inconnus, de la populace dont Jacques s'était occupé, ceux de grandes stars qui pour le coup, n'avaient décroché qu'un rôle posthume de figurant dans notre superproduction hollywoodienne. Ils tombaient comme des flocons, et s'agglutinaient les uns sur les autres dans une improbable partouze nécrophile intemporelle. Ils s'entassaient dans de grands craquements de bois pourri, sous l'entrechoquement des cercueils. Il y avait tout le spectre des divers stades de décomposition. Et nos chères célébrités communiaient toutes dans d'improbables explosions de chair, de broyades d'eau, de viscères et de vermine grouillantes.